Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo encore une fois différente de ce que j'ai l'habitude de faire. J'innove, j'innove pas mal en ce moment. Suite à la demande de quelques personnes qui m'ont demandé de faire un peu un retour d'expérience, un retour sur les erreurs que j'ai fait. Donc voilà, c'est différent parce que d'habitude j'aime bien faire des vidéos où je partage des techniques, des retours de choses que je fais, que je sais que ça marche. Et parce que je me suis toujours dit que c'était intéressant de partager ce qui marche. Et beaucoup de gens me disent que les erreurs ça peut servir aussi, donc je suis 100% d'accord avec ça. Donc aujourd'hui je vais vous partager les quelques erreurs que j'ai fait. Donc ça fait 10 ans que j'ai commencé ici et je peux vous dire que oui, des erreurs j'en ai fait beaucoup, j'en fais quasiment tous les jours encore. C'est comme ça qu'on apprend effectivement, et c'est comme ça qu'aujourd'hui j'espère que je vais vous transmettre quelques petits trucs. Donc c'est parti, voilà, pour mes erreurs en 10 ans de permaculture entre guillemets. Déjà je précise, alors petit rappel pour ceux qui ne me connaissent pas beaucoup, je déteste être mis dans une case. J'adore le mot permaculture parce que c'est une philosophie qui me plaît, qui m'intéresse, mais je ne veux pas dire que je suis 100% dans la case permaculture, juste tout simplement pour la raison que il me semble que la permaculture n'est pas toujours bien comprise, que c'est quelque chose de très global et que c'est pas juste lié à juste du jardinage, juste de la production de ressources en légumes ou végétales ou animales ou quoi. C'est pas que agricole, c'est beaucoup plus large que ça. Bon voilà, hors sujet, peut-être je ferai un truc un jour pour parler de ça aussi. Donc voilà, c'est parti pour mes erreurs en 10 ans. Donc il y a 10 ans, moi je suis arrivé ici, alors je vais même faire un peu plus large parce qu'il y a 2-3 trucs que j'ai fait. Donc là je suis dans le dôme, dans le Zapoche là, du Jardin des Merveilles. Et avant d'être au Jardin des Merveilles, j'étais juste à côté, à la ferme qui est juste derrière, là, à 300 mètres d'ici. Et j'ai déjà commencé à faire des erreurs là-bas, donc je vais aussi vous parler de quelques-unes là-bas. Donc, le premier, j'essaie de grouper un peu mes grosses erreurs, donc je pense que peut-être j'en referai régulièrement de ces vidéos où je parlerai de mes petites erreurs, mais là je vais vous parler des grosses erreurs que j'ai fait en 10 ans, celles dont je me souviens aujourd'hui. Et donc j'ai fait des lots comme ça d'erreurs. Le premier lot ça va être tout ce qui a trait un peu au design. On dit en permaculture c'est bien de s'organiser un petit peu, d'avoir un zonage, la zone 0 centrale c'est là où il y a l'habitation, ou la zone de vie en tout cas au centre de votre projet, et puis ensuite les zones plus éloignées, et plus c'est loin, moins on y va. Et on dit que c'est bien de commencer petit, lentement, à petite échelle, près de la zone 0. Bon voilà, sauf que moi quand je suis arrivé ici, je connaissais pas trop les notions de design et j'ai fait un peu n'importe quoi. J'ai commencé déjà par faire trop grand, j'ai un terrain qui fait 2 hectares en tout. Et je me suis dit, c'est génial, j'ai commencé à planter des arbres très éloignés les uns des autres. Il devait y avoir peut-être 20 mètres entre chaque arbre parce que j'en avais pas beaucoup. Et que je me disais que c'était bien de commencer un peu partout sur le terrain. Donc il y a des arbres un peu partout, je m'imaginais plus tard avoir une forêt très étalée. Et du coup, bon, les arbres ont survécu, ça va, mais sauf que les zones que j'ai commencé à travailler assez loin de la zone centrale, bon, aujourd'hui elles sont abandonnées complètement. Hein. Ça fait 7 ans, 8 ans qu'on n'y a pas touché, voire 8-9 ans pour certaines zones. Il y a des zones où on a fait la première année et puis dès la deuxième année je me suis aperçu que c'était trop loin, que j'y allais pas. Donc vraiment voilà l'importance quand on dit commencer lentement et à petite échelle, commencer petit, ça veut dire faire un tout petit peu mais au milieu et pas faire un petit peu là, un petit peu là, un petit peu partout. Donc voilà, cette histoire de commencer petit elle est hyper importante et je ne l'ai pas respectée du tout. Un petit topo sur les buts, on parle souvent de buts en permaculture. Je vais vous raconter mes histoires moi de buts, les buts que j'ai fait, comment, à quel endroit, quelle forme, pourquoi. Parce que je me suis pas mal planté avec ça. Il y a des choses qui ont poussé dessus mais c'était pas non plus très durable. La première année quand je me suis installé, j'ai fait des buts. Alors j'ai aucune photo de celle-là, donc juste je vous en parle comme ça, mais pour les autres j'ai quelques photos. J'ai fait des buts dans l'entrée du jardin, assez éloigné de la zone centrale, mais à côté de la serre quand même, où je me disais que c'était bien. Je ne sais pas pourquoi je les ai fait dans ce sens-là, ça m'a paru joli dans ce sens, donc j'ai fait bien dans le sens de la descente, à l'opposé de ce qu'on dit qu'il faut faire aujourd'hui. Hein. Donc voilà, déjà les buts pas dans le bon sens.
la deuxième ou troisième année, je ne sais plus exactement, j'ai plus les dates en tête, mais au moins 1 an ou 2 ans après, on a fait un chantier participatif, on était nombreux, on a pas mal de copains, de copines qui étaient là pour filer des coups de main. Et du coup on s'est dit c'est génial, on va faire des jolis buts. Alors moi à l'époque, enfin encore un peu aujourd'hui, mais je faisais du parapente, du coup on volait, donc l'idée c'était de un jour passer au-dessus du jardin assez haut en parapente. Il n'y avait pas les drones encore à l'époque, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, mais bon il n'y avait pas de drone à ce moment-là pour faire des photos, et on s'est dit à l'occasion on passera au-dessus, on fera des jolies photos, ça sera beau. Donc l'idée c'était de faire quelque chose d'esthétique. Mon jardin est légèrement en pente, et il y a 2 points dans le jardin où j'avais fait des tranchées pour amener des robinets, pour avoir des points d'eau. Et donc je me suis dit, autour de ces points d'eau, je vais faire des buts qui font le tour comme ça, et puis en dessous des buts qui font le tour dans l'autre sens. Et ça faisait, vu sur le dessin en tout cas, ça faisait joli, ça fait comme des yeux, une bouche. Et puis je m'étais dit, au milieu de ça, on va faire une espèce de gros rond de coquelicot, de tulipe, de fleurs rouges, ça fera une espèce de gros nez de clown. Et d'en haut, ça faisait une jolie tête de clown. Donc le côté graphique était magnifique. Bon, on n'a jamais réussi à passer un parapente au-dessus pour prendre des photos. Et puis ce dont je me suis aperçu le premier hiver qui est passé, la première grosse période de pluie, c'est que les formes un peu en courbe comme ça, qui étaient dans le sens de la descente, mais pas du tout organisé par rapport à l'écoulement des eaux ou quoi. Tout le haut des buts était en dehors de l'eau, enfin à la sortie de l'eau, donc là ça passait. Par contre tout le bas des buts, là où c'était en courbe contre le sens de la descente, il y avait de l'eau qui se stockait, mais alors du coup il y avait quasiment jusqu'en haut des buts, il y avait de l'eau. Donc voilà, pas du tout dans le bon sens, c'était graphiquement, je répète, c'était magnifique, mais sinon c'était pas, comment dire, c'était pas intelligent du tout de le faire comme ça de toute façon. Donc voilà, on a fini par les détruire, ces buts. Tout le travail qu'on a passé pour faire ça, il y a un jour j'ai fait venir un ami avec une mini pelle pour faire une petite tranchée pour passer le câble du téléphone, et à l'occasion j'ai dit écoute, si tu veux mettre un petit coup de bulle là-dessus pour les réétaler ces buts, parce qu'on ne pouvait rien y faire. C'est tout ce qu'on y plantait en vivace dedans, l'hiver c'était noyé sous la flotte et du coup ça crevait au printemps. Les buts trop hautes en haut qui étaient en dehors de l'eau, elles prenaient pas assez d'arrosage, donc ça séchait. Bon voilà, du coup on a fini par se débarrasser de celle-là, et on est revenu sur la zone sur laquelle on avait fait les buts la première année, dans le sens de la pente. Sauf que là, bon, c'est à cette époque-là que j'ai entendu déjà un peu parler de permaculture, et que j'ai appris que c'était perpendiculaire à la pente plutôt qu'il fallait les faire. Et puis donc on les a fait perpendiculaires à la pente. On a pris l'espèce d'outil, là je sais plus le nom, c'est une espèce de gros triangle en bois avec la ficelle qui part au milieu, vous savez, pour tracer les courbes de niveau, pour avoir des buts vraiment sur les courbes de niveau. C'était génial. Et puis en même temps, parce que ça aussi c'était une erreur, vous verrez pourquoi après, mais en même temps on a creusé des tranchées, on a enterré du bois. La méthode, comment il s'appelle déjà lui, ça y est, j'ai plus son nom, ça va me revenir, Philippe Forer. On a regardé, lui il a pas mal d'expérience là-dessus, il enterre du bois dans ses buts, c'est très productif. Moi le souci ici c'est que j'ai un sol qui est hydromorphe en plein hiver, sur cette zone là en tout cas, et du coup le sol gorgé d'eau en plein hiver, il n'y a eu aucun champignon dans ce bois qu'on a enterré, il ne s'est pas décomposé du tout. Des années après on a encore retrouvé le bois intact qui n'a pas bougé, et qui du coup empêchait plutôt les plantes de pousser que, enfin c'était une gêne plus qu'une aide d'avoir ce bois enterré, donc voilà, pas bonne idée. Et puis l'autre chose qu'on s'est rendu compte, c'est par rapport à l'emplacement de ces buts, au-delà du fait que le sol était déjà hydromorphe à cet endroit-là et que c'était pas l'idéal, c'était encore une zone très éloignée de la zone centrale, et puis qui par rapport à la descente était un peu en hauteur dans le jardin. Une fois de plus, donc c'est là, j'ai pas compté, on est à la 3e fois qu'on change d'endroit pour les buts. On s'est dit c'est bien de faire plus ou moins dans le sens de la pente, mais par contre ça serait bien de le faire à l'endroit le plus bas du terrain pour que ça puisse rester humide en plein été, quand il pleut plus, quand c'est sec et tout ça. Et donc c'est à ce moment-là qu'on les a redéplacés en se disant ça sera plus intelligent de le faire là. Donc on a redéplacé une fois de plus. Certaines de ces buts, donc à partir de là, c'était, je dis des buts, mais à partir de cette époque-là, j'appellerais plus ça des buts, plus des planches de culture. Les premières, enfin les deuxièmes qu'on a faites, les premières que j'ai en photo là, où on a fait venir les copains, on a fait des buts qui faisaient peut-être 2,50 m de large sur 1,20 m de haut, quelque chose comme ça. Les suivantes, elles étaient beaucoup plus basses, et les dernières, elles sont presque au niveau du sol, plutôt plates,
puisque aujourd'hui je trouve de moins en moins logique de faire des buts surélevés, puisque c'est beaucoup de travail, d'énergie pour remonter cette terre. Les pentes sur les côtés de la butte pour les semis, pour les arrosages de semis, c'est pas très pratique. Si on veut passer la grelinette dedans, je trouve pas ça très pratique. Les buts ont plein d'avantages, ça rajoute de l'épaisseur de sol, ça permet au sol de ressuyer plus vite au printemps, ça fait que le sol incliné face au sud va chauffer plus vite au printemps. Mais si on n'a pas tous ces besoins-là, au final, il n'y a pas de grand intérêt à faire des buts, selon, c'est mon point de vue. Donc du coup, voilà, à partir du moment où on est arrivé en bas du jardin, sur la zone la plus humide, c'était des planches de culture, c'est génial. Donc là, on a mis plus de temps à s'apercevoir qu'il y avait encore des choses à changer, mais c'est des choses qu'on n'aurait pas forcément pu voir trop facilement comme ça, sans expérience. Maintenant, avec le recul, l'expérience, assez vite, je me serais rendu compte qu'en fait, il y avait toute une zone, là, sur cette zone très basse du jardin, toute une zone où il n'y avait pas beaucoup de profondeur de sol. Du coup, au niveau des plantes qui poussaient, c'était vraiment des plantes de cosses, de zones de sèches et arides. Et du coup, il y a toute une zone de culture où les tomates, même avec arrosage 2 fois par jour, ça ne produisait rien du tout, ça souffrait. Par contre, il y a une zone un peu plus éloignée, un peu plus haut dans le jardin, quand même dans la zone basse, mais un poil à l'écart de ça, où là, même sans arrosage, c'était magnifique, c'était génial. Donc voilà, dernier changement, là à partir de maintenant, peut-être ça changera encore, mais à partir de maintenant, on est vraiment sur cette zone-là. On n'est pas sur la zone la plus proche, la plus basse, mais on est sur la zone de toutes les zones très productives, la plus proche de la zone de vie. Donc voilà, pour l'histoire des buts, ça fait beaucoup d'évolution. De toute façon, il y a beaucoup de choses, je ne pense pas que du premier coup j'aurais pu y arriver. C'est l'expérience qui fait remarquer que y a des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas. L'histoire du bois enterré sur certaines zones pas hydromorphes, c'est génial comme technique. Sur d'autres, c'est pas nécessaire. Pour d'autres zones, ça peut être intéressant, mais sans ça, on peut avoir des choses efficaces aussi. Donc, faites des erreurs et vous verrez bien ce qui marche et ce qui ne marche pas. Voilà pour l'histoire des buts. Je parle de cette zone de vie aussi qui est la zone un peu centrale, proche de la zone basse du jardin. J'ai aucune idée, je peux même pas vous dire aujourd'hui pourquoi je l'ai faite à cet endroit-là. Peut-être, je sais pas, une histoire de ressenti, un endroit qui était, c'était peut-être si peut-être c'était ça, c'était peut-être un des rares endroits à peu près plats sur une grande surface où on pouvait faire une cabane directement plate. Bon, je pense qu'aujourd'hui, en creusant, en faisant des petites fondations, des plots, on aurait pu faire un truc plat, même sur une zone en pente. Et aujourd'hui, avec du recul, je me dis que cette zone centrale, ça aurait été bien qu'elle soit peut-être plus proche de la route, plus proche de la zone d'accès. Ou, enfin voilà, c'est pas l'endroit le plus pratique, sauf que une cabane, maintenant qu'elle est fabriquée, je vais pas la déplacer. Tout ça pour dire que on dit souvent dans le design, les choses qu'on va mettre en place, c'est bien de prendre le temps avant de mettre en place quelque chose qui sera difficilement déplaçable, quelque chose qu'on va pouvoir déplacer, une zone de culture, un potager, tout ça, d'une année sur l'autre. Les buts, voilà, c'était pas un gros souci de les faire à d'autres endroits. Un peu frustrant de se dire qu'on a fait ce travail-là pour rien à cet endroit-là, mais on va pouvoir le recréer ailleurs. Par contre, une construction, un truc qui ne pourra plus bouger, voilà, c'est un peu plus difficile de déplacer, donc c'est beaucoup plus frustrant de se dire bon voilà, on aurait pu le faire ailleurs, on adapte le design à ça, mais voilà, quand c'est fait quoi. Je vais vous parler maintenant des quelques mares que j'ai fait dans le jardin, donc des points d'eau, et depuis le début même, donc là avant d'être ici au Jardin des Merveilles, quand j'étais dans la ferme juste à côté d'ici, j'ai déjà commencé à faire quelques petits trucs, et il y a des amis à nous qui avaient une pelle, une mini pelle ou un tractopelle, enfin un truc assez gros pour creuser des trous, et puis moi déjà j'avais une envie de faire un bassin, donc j'ai fait mon premier bassin là-bas, premier bassin qui n'a jamais existé, puisqu'on n'a jamais pu le remplir. Le souci qu'il y a eu, donc moi j'ai eu à disposition un outil qui pouvait creuser des trous, et des gros trous plus qu'avec une pelle, et donc on a fait un trou immense, et puis après réflexion, renseignement à droite à gauche, l'eau n'allait pas tenir là-dedans, un sol trop sableux, pas argileux, donc il ne tient pas l'eau, donc il aurait fallu acheter une bâche, donc je me suis dit génial, on va se renseigner. Je sais plus, le bassin devait faire une douzaine de mètres de largeur, 2 mètres de profondeur, et en longueur, je sais plus combien, quelque chose d'immense quoi, et en fait après m'être renseigné, il n'existait pas de bâche à ce format là. Il y avait moyen de faire des collages, des trucs comme ça pour
pour que ça passe, mais bon voilà, la durée de vie avec ces collages là c'était pas le plus sûr qu'il y avait à cette époque, donc voilà, ben, pas possible, et ben, du coup voilà, vu que de toute façon moi mon projet n'a pas duré à cet endroit là, ben, ce bassin n'a jamais pu être fini. Aujourd'hui il y est encore, on ne l'a pas rebouché, donc il y a juste une espèce d'immense trou à côté de l'ancienne serre, l'ancienne dôme géodésique que je m'étais construit là-bas. Donc voilà, petite déception par rapport à ce bassin là. Je suis arrivé ici, là où je suis aujourd'hui, sur ce terrain, et pareil, donc quand je me suis installé, on a fait venir une mini pelle pour creuser des tranchées, pour passer les tuyaux, les gaines pour amener l'eau, et pour faire passer le câble pour avoir de l'électricité. Et donc cette mini pelle, une fois qu'elle était là, je me suis dit ben, c'est génial, on va faire un trou un peu moins grand, on va faire en fonction un peu des formats de bâches qui existent. Donc j'ai pris le format le plus large qui existait, donc on a fait un bassin qui devait faire 4 mètres de large sur un bon mètre 50 de profondeur avec les débords. Donc voilà, ça fait une bâche qui était quand même assez grande, mais sur un format qui existe. Le jour où je suis allé pour acheter cette bâche, le prix qu'ils m'ont sorti, c'était juste, voilà, pas possible. En plus, en début vraiment d'installation, financièrement, ben, c'était pas la période la plus faste, on va dire, la plus riche. Donc voilà, la bâche coûtait une fortune, et aujourd'hui encore, ce bassin est là, troué, enfin creusé, prêt à être fini, mais sauf que, ben, vu le prix que coûte la bâche, j'ai pas pu le faire. Donc voilà, maintenant quand je creuse des bassins, j'achète la bâche avant. Et puis j'adapte le trou en fonction de la bâche que j'ai déjà, et que je sais qu'une fois que ça sera creusé, on pourra le mettre en place de suite. Et on le fait d'une traite comme ça. Bon, il y a encore un bassin qu'on vient de creuser, où là je viens de me renseigner sur les formats de bâche. J'ai un peu de sous, je vais pouvoir acheter un truc un peu plus large, on va peut-être pouvoir finir ce premier bassin qui a été creusé. Mais voilà, sachez vous renseigner avant si vous voulez creuser un bassin sur est-ce que déjà il y a de l'argile dans le sol, est-ce que ça va tenir, et si ça ne tient pas, comment vous allez faire en sorte que ça tient, et combien ça va vous coûter de faire ça, parce que ben voilà, des fois on se fait surprendre par le prix des matériaux, et c'est dommage de prendre du temps, de l'énergie pour préparer quelque chose, démarrer un chantier, pour au final s'apercevoir qu'on ne pourra pas le finir. Voilà, après je ne sais pas si vous voyez, depuis le début il y a des erreurs que je les répète plusieurs fois, je les fais plusieurs fois, jamais de la même façon, jamais exactement la même erreur, mais j'aime bien répéter, j'apprends, je me dis j'apprends un peu plus comme ça peut-être, je sais pas. Voilà, pour tout ce qui est un peu histoire de design et d'organisation. Je vais vous parler maintenant plus du côté vraiment jardin, culture, et toutes les erreurs agricoles que j'ai faites. J'en ai faites beaucoup. Il y en a quelques-unes un peu plus importantes, moi, qui m'ont marqué aujourd'hui, qui me font réfléchir sur comment gérer la fertilité des sols. Si vous avez vu, j'ai fait récemment quelques vidéos sur la fertilité des sols, où je parle de comment rendre un sol fertile. Dans les pratiques que j'ai fait, moi, depuis que j'ai commencé ici, il y a quelques erreurs que j'ai fait par rapport à la fertilité, justement. Et je vais vous en raconter une qui est liée au trop d'azote, au trop de fertilité, où on veut faire un truc très riche. On sait que si on met du compost, si on met du fumier, ça sera riche. On sait que ça va bien pousser, et du coup on a du compost à disposition, on a du fumier, et on va en mettre beaucoup. Donc l'erreur que j'ai fait, moi, c'est ici, j'ai une ferme à côté qui peut me fournir du fumier, je produis du compost, et je me suis rendu compte que quand on met du compost et du fumier, ça pousse bien. Et une année, j'ai fait des buts, enfin on a fait des buts avec les gens qui étaient ici, avec une couche de fumier au sol, une couche de compost par-dessus, en se disant le compost il va ensemencer un peu le fumier, ça va se décomposer. Non, je vous dis l'inverse en fait de ce que j'ai fait. Une couche de compost pour ensemencer le sol, une couche de fumier bien riche par-dessus, et une couche de compost pour finir, pour couvrir tout ça. Pour que voilà, le compost il lance bien la décomposition du fumier, que le fumier il coule pas directement dans le sol, on a un peu réfléchi le truc, et tout ça couvert avec de la tonte de gazon pour que ça active la vie microbienne et que ça amène encore un peu d'azote, et le tout paillé. Peut-être quelques semaines avant, je ne sais plus exactement combien de temps, mais quelques semaines avant de lancer les cultures. Et puis on a lancé les cultures dedans, donc on a fait des tomates, des courges surtout, des hippomées, je me souviens. Et voilà, donc il y a eu tout un début de saison là où c'était, mais chaque fois qu'on avait des visites, je me rappelle être allé, des amis qui sont passés nous voir, et on leur a fait visiter le jardin un soir avec les lampes, les frontales, les éclairages. Et on a vraiment déliré sur ces végétaux, des courges avec des feuilles, mais j'ai jamais vu des feuilles de ce format là, des hippomées, j'ai pas de photos, mais des hippomées avec des feuilles, mais j'ai jamais vu des hippomées avec des feuilles comme ça. Et on était vraiment mort de rire à regarder ces trucs, à se dire mais
vu la taille du feuillage, le jour où les courges, elles vont faire des courges, mais on va se faire écraser, là, le bâtiment il va se faire écraser sur les courges, on va avoir des trucs gigantesques. Bon bref, on a bien rigolé là-dessus. Et sauf que on a attendu ces courges et il y en a, bon je vais pas dire qu'il y en a jamais eu, je crois que les pieds ils ont quand même produit peut-être un fruit par pied, certaines n'ont pas produit, toutes les hippomées tout ça n'ont pas fait tant de fleurs que ça, bref beaucoup de feuillage, un vert très profond, très foncé, très plein d'azote, très riche, donc beaucoup de feuillage, mais au niveau fructification quasiment rien. Donc là vraiment on voit le côté trop d'azote et on voit un peu le manque d'équilibre au niveau des matières nutritives dans le sol. Ça a besoin vraiment d'être équilibré un sol, pas que de l'azote. L'azote c'est important pour faire du feuillage, pour avoir des végétaux forts qui poussent bien. Mais ça suffit pas, il faut aussi tout le reste. Et donc là l'erreur c'était voilà, trop d'azote et ça n'a pas marché. Là maintenant je vais venir sur un point que on parle souvent de ça en permaculture, on dit il faut mettre beaucoup de cultures mélangées. Moi je commençais à faire ça même avant d'entendre parler de permaculture où je me disais la biodiversité, en tout cas la diversité végétale c'est important dans son jardin, plus il y aura de diversité mieux c'est un langage que, enfin c'est en tout cas c'est un message que je donne souvent, plus il y a de diversité plus c'est efficace. Et sauf que moi je suis allé trop loin dans ce message là à me dire même sur mes zones de culture, sur mes planches de culture, mes buts de culture, il faut mélanger, il faut mettre de tout ensemble, des légumes, des fleurs, laisser les plantes sauvages pousser aussi, pourquoi pas, mais surtout mélanger tous les légumes. Moi je sortais d'une formation en maraîchage bio où on nous a appris les rotations, l'organisation sur les planches de culture avec des planches par famille, par type de légumes, et je me suis dit non, moi je vais aller contre ça, moi je veux pas de monoculture sur ma petite planche de culture, je veux pas que cette petite planche soit une monoculture, je veux que même là il y ait de la diversité. Voilà, sauf que le jour de refaire des récoltes, on récoltait des concombres qui étaient bon pas très gros, voilà, une belle taille, on se disait, mais sauf que c'était immangeable, c'était hyper amer parce que c'était pas des concombres, c'était des cornichons parce qu'on avait mélangé les deux et qu'au final on a confondu les deux. Des salades, on en a planté je sais pas combien, et au final une fois que les courges ont poussé, les salades en dessous dans le noir, elles ont crevé. Du coup voilà, à tout mélanger, au final c'était vraiment, c'était beau le jardin, c'était plein de diversité, mais au niveau des récoltes, on savait pas ce qu'on récoltait, on savait pas où il y avait quoi, il y a des woofers qui travaillaient ici, et quand on leur dit va cueillir des tomates ou quoi, et où est-ce qu'elles sont les tomates, écoute il y en a un peu là, un peu là, un peu là-bas, et puis tu cherches, tu fouilles, tu soulèves le feuillage, donc tu es complètement perdu dans le jardin. Au niveau efficacité de la récolte, au lieu de faire ça en 3 minutes, boum boum, tu sais où il y a tes trucs, il y a un peu tout, il faut fouiller dans la jungle là et on sait pas où il y a quoi. Donc voilà, après je tiens quand même moi à préciser par rapport à ce message qui dit qu'en permaculture on dit qu'il faut tout mélanger. La permaculture, il y a une base éthique qui dit qu'il faut prendre soin de la nature, de l'humain, partager surplus tout ça, donc pas d'histoire de mélange. Et puis il y a des principes de permaculture qui dit favoriser la biodiversité, qui dit faire avec la nature et pas contre, enfin il y a plein de petits messages, plein de petites astuces, mais nulle part il y a dit qu'il faut tout mélanger. Ça je pense que c'est une incompréhension de pas mal de gens ou des raccourcis qui ont été faits entre diverses idées où on se dit faut mélanger, du coup voilà on va mélanger, faut pas faire de monoculture donc on va pas faire plusieurs plantes ensemble. Voilà, faire attention avec ça, mélanger les choses c'est bien dans une certaine mesure, dans un certain format, dans l'espace et dans le temps, mais tout mélanger sur un espace de culture, non, c'est pas très rentable. Ça fait un joli jardin d'ornement pour une zone vraiment avec des plantes ornementales, c'est joli, pourquoi pas, mais pour des productions légumières, voilà, faut pas aller trop loin dans ce message là. Voilà pour ça. Maintenant, quelques erreurs que j'ai fait par rapport à des plantes, quelques types de plantes que j'ai cultivées. Par exemple des kiwis, pour l'instant j'ai pas de kiwis en production ici au jardin, ça fait des années que j'essaye d'en cultiver. J'ai planté des kiwis une première année et puis ils n'ont pas supporté trop la sécheresse l'été, ils ont survécu gentiment, j'ai arrosé le moins possible, voire presque pas, en me disant ils vont s'enraciner tout ça, et du coup je suis arrivé à l'automne avec des plantes très très faibles et ils sont morts pendant l'hiver. J'ai refait ça une autre année en me disant c'est pas au printemps qu'il faut que je les plante, je les ai plantés à l'automne. Premier hiver, donc des petits plants que je venais de mettre en terre, premier hiver les gelées ça les a calmés, ils sont pas repartis au printemps. Et une troisième fois où là je les ai plantés à l'automne, bien couverts pendant le premier hiver,
Et du coup ils ont bien survécu. L'été d'après ça a à peu près bien tenu, sauf certaines variétés, donc certaines variétés ont moins tenu et ont fini par mourir. Donc voilà, là les retours d'expérience que je peux avoir là-dessus, enfin les apprentissages que j'ai eu, c'est déjà les vivaces on les plante pas au printemps, ou alors on les arrose bien pendant le premier été, c'est mieux à l'automne et on les protège bien quand ils sont jeunes, hein. C'est pas, même si une plante est rustique une fois adulte, ça ne veut pas dire qu'elle l'est quand elle est jeune, donc bien protéger le premier hiver. L'été qui suit, peut-être si c'est une plante qui ne s'est pas encore bien enracinée et quand même bien arrosée, et en plus de ça, sélectionner des variétés qui sont résistantes à vos températures, parce que voilà, s'il fait plus froid chez vous que chez le pépiniériste, chez lui ça tient, ou chez les copains qui ont ces plantes ça tient, et chez vous ça ne tiendra pas forcément. Donc réfléchir à ça aussi, ça peut être chouette. Moi je me suis pas mal de fois fait avoir avec ça. J'ai essayé de cultiver des myrtilles aussi mes premières années ici. Donc j'ai acheté plein de pieds de myrtilles, cassis, groseilles, petits fruits quoi. Bon, cassis, groseilles ça a très bien tenu. Par contre les myrtilles, ça n'a pas tenu au bout de quelques mois, ils n'étaient pas jolis et puis ils ont fini par mourir. Voilà, donc en me renseignant un peu, les myrtilles ça pousse sur des sols acides. Moi ici j'ai un sol qui est très légèrement acide, la neutralité elle est à 7, moi il est à 6,5. En dessous de 7 c'est acide, donc moi il est à peine en dessous de 7. Ça va bien pour du petit fruit, pour des légumes, pour un potager c'est génial, mais pour des myrtilles ça marche pas. Bon, il y a des variétés il paraît aujourd'hui qui existent, qui vont mieux sur des sols un peu plus neutres. Voilà, j'en ai quelques pieds là, je vais tester, on verra. Ça sera encore des retours pour plus tard. Autre expérience avec les tomates, donc je fais des tomates, ça fait partie des légumes un peu classiques du jardin, et j'ai testé plein de méthodes. Il y en a qui marchent, il y en a qui marchent pas. Moi les méthodes que j'ai essayé c'est tutorer, enlever les gourmands et machin, donc là vraiment la classique, bon celle-là il n'y a pas photo, elle marche, hein, ok. La même méthode mais sans enlever les gourmands, ça fait des gros buissons, ça fait plein de petits fruits, ok c'est intéressant, ça fait des tomates moins grosses, peut-être un peu moins sucrées mais pas pour toutes, et les tomates même en restant petites elles sont bonnes, ça marche aussi. J'ai essayé la méthode sans tutorer, sans rien du tout, mais avec des grilles. J'avais vu ça chez un copain maraîcher où lui il achète les fers à béton, là, des grilles pour mettre sur les dalles à béton, donc ça plié un petit peu en alcôve comme ça, donc posé au sol, on plante les tomates, on pose ça au dessus, la tomate va pousser au dessus et ensuite ramper là dessus. Bon ça marchait très bien, mais sauf qu'après ces grilles, bon j'ai pas pu en garder, enfin je trouvais pas ça très pratique. Et puis j'ai essayé la méthode, on ne fait rien, on plante des tomates, on laisse pousser. Et là par contre, zéro production, mais même les plantes ont crevé très vite. Début d'année un peu humide, et là ça y a rien à produire. Donc moi qu'est-ce que ça m'a appris, c'est que selon les différentes méthodes ça marche différemment, il y en a qui marchent, il y en a qui marchent pas, et en essayant ces mêmes méthodes d'une année sur l'autre, c'est pas toujours les mêmes qui marchent, et donc c'est bien de prendre en compte aussi le temps qu'il va faire, le climat qu'il va faire. Quand c'est très humide, tout ce qui est au niveau du sol, ça va crever. Par contre, bon là récemment j'ai refait sur certains types de tomates, j'avais les plants en plus, bon on plante ça à droite à gauche dans le jardin, il y en a qui vont pousser, il y en a qui vont pas pousser, et quand c'est pas trop humide, en général c'est mieux, et quand c'est plus humide, ça crève. Donc voilà, voir en fonction de ça aussi. Il y a certaines variétés de tomates qui poussent très bien comme ça, donc voir aussi, comme je disais par rapport aux kiwis et compagnie, vraiment voir par rapport aux variétés, c'est pas parce qu'une méthode ne marche pas qu'elle ne marchera jamais. Selon le climat elle marchera différemment, et selon les variétés ça pourra marcher différemment aussi, donc voir par rapport à tout ça. Je vais vous partager maintenant quelques grosses erreurs que j'ai fait par rapport à l'irrigation. Moi je fais depuis le début sans irrigation. Alors il se met un peu voir, j'espère que le bruit de la pluie ne gênera pas trop. Je fais depuis très longtemps, maintenant je me remets à irriguer un petit peu. J'ai fait une première année, donc j'ai voulu faire du maraîchage, une première année en voulant irriguer. Donc j'ai acheté les tuyaux, j'ai acheté les asperceurs parce que je voulais pas un goutte à goutte, moi je voulais vraiment une atmosphère humide, un peu le côté jungle dans mon jardin. Et donc j'ai irrigué toutes mes zones légumes avec le machin qui arrose partout là, et bien large pour avoir un jardin bien humide. Sauf qu'on est sur une région, là ici moi Vaour c'est une zone très sèche, c'est du COS donc il n'y a pas beaucoup d'eau. La seule eau que j'avais à disposition, pas de réserve d'eau, pas de puits, pas
pas de, comment dire, pas de rivière qui passe à côté. J'ai un puits, enfin il y a un puits à la ferme à côté d'ici, d'où j'ai tiré un tuyau où je peux prendre un peu d'eau, mais pas assez pour irriguer tout un champ, hein, c'est juste un peu pour arroser ma serre. Donc ce gros arrosage pour le maraîchage, c'est avec l'eau du réseau que j'ai fait, l'eau que je paye. Et donc j'ai arrosé du printemps jusqu'à, c'était courant juillet je pense, début juillet, donc pas encore le début des productions, hein, j'avais pas encore mes premières tomates, aubergines, poivrons, tout ça, il n'y avait rien encore qui produisait vraiment. Et donc un jour il y a un monsieur de la mairie là, du village qui vient me dire je suis désolé Rémi, on va être en restriction d'eau, là c'est sécheresse, donc c'est restriction, on interdit on interdit aux gens de remplir les piscines, de laver les voitures, de tout ça, c'est vraiment le strict minimum pour les fermes, pour les animaux, tout ça. Toi pour arroser la serre un petit peu, mais par contre pour l'irrigation plein champ en aspersion, voilà, là il faut que tu arrêtes parce que on n'aura plus d'eau, il va arriver un moment où si on continue, il n'y aura plus d'eau de toute façon, et surtout tu n'auras pas les moyens de la payer la facture à la fin de l'année, parce que je sais pas si tu te rends compte le prix que ça coûte et tous ces trucs que tu utilises, mais à la fin de l'année tu vas avoir un souci avec ta facture. Donc je peux vous dire que moi sur le coup avec mes rêves de jeune maraîcher qui s'installent, et je vais prouver à la terre entière qu'on peut produire avec des méthodes un peu écolo et compagnie, mais bon en arrosant un petit peu quand même. Donc grosse déception, j'ai arrêté d'arroser, enfin j'ai été obligé de toute façon, j'ai arrêté d'arroser, et donc ben, forcément tous les légumes ont fini par mourir, surtout qu'ils ont été habitués à être arrosés jusque là, donc tout est mort. Donc zéro production de légumes. Et une facture d'eau qui était de 2500 € qui m'est arrivée à la fin de l'année. Tout ça avec ce que je vous disais tout à l'heure, les premières années où j'étais ici financièrement, c'était ras des pâquerettes, voire bien profond sous les pâquerettes. Du coup, ben voilà, cette facture, j'ai mis peut-être 3 ans à la payer, quelque chose comme ça, puisque en plus de cette facture, j'ai quand même arrosé un peu ma serre, donc j'ai eu d'autres factures qui sont arrivées les années d'après, donc chaque fois je payais une partie, mais je reportais, mais il y avait d'autres choses à payer, et ça a été une espèce de boule de neige financière où ça a été très très rude de m'en remettre. Comme j'explique souvent, et moi ça fait 3-4 ans là que ça y est, le projet commence à être financièrement de plus en plus rentable, mais les premières années, et avec ça qui m'a bien mis dedans, ça a été un peu rude. Donc là, grosse erreur qui m'a pas mal appris et qui maintenant m'enseigne comment irriguer, comment limiter les arrosages, comment adapter l'écosystème pour que ça résiste à moins d'arrosage. Mais voilà, celle-là je m'en souviens bien d'erreur. Une autre erreur qui n'est pas liée forcément aux cultures, mais qui est liée à moi, ma résilience par rapport à mes légumes, à mes plantes, donc par rapport aux semences. Et alors petit clin d'œil à quelqu'un à qui c'est arrivé, j'ai vu ça dans une vidéo d'Amien par rapport à des graines. Donc moi je produis pas mal mes graines, et il y a pas mal de plantes sur lesquelles les premières années je me faisais avoir. Là je me souviens par exemple des cosmos, des tournesols, j'avais des variétés vraiment sympas, et que je laissais vraiment mûrir les graines sur la plante, et puis quand j'arrivais sur les plantes pour récupérer mes graines, et ben il n'y avait plus rien. Les oiseaux avaient déjà tout mangé. Des tournesols qui de loin étaient magnifiques, où je voyais la plante sécher, le tournesol se recourber comme ça, et je me disais bon là les graines vont être mûres, je vais les laisser vraiment mûrir le plus longtemps possible pour avoir des graines qui soient le mieux possible. Bon, sauf que je rêvais un peu, parce que le jour où je suis arrivé sur ces tournesols, il restait plus une seule graine. Il restait quelques-unes un peu au milieu, quelques-unes sur les côtés, mais quand je regardais de plus près ces graines, je me disais c'est cool, les oiseaux ils m'en ont laissé un peu. Non, ce qu'ils ont laissé c'est des graines qui n'étaient pas viables du tout, il n'y avait rien dedans, c'était vide. Donc voilà, les cosmos pareil, ils mangeaient tout au fur et à mesure. Donc l'erreur de laisser trop en place sans protéger, ça marche pas. Et du coup j'ai évolué un peu en me disant bon ben avant que ce soit complètement mûr, au début de la maturité, quand je vois que les oiseaux commencent à aller dessus, là je coupe ça et je le suspends à sécher dans ma cabane. Deuxième erreur, dans la cabane ils y vont quand même, en fait ils les sentent les graines. Donc les tournesols suspendus, les oiseaux les mangeaient, toutes les graines stockées dans des petites enveloppes, dans des petites coupelles en train de sécher, c'est les souris qui allaient les manger. Donc je me suis fait dévorer pas mal de graines. Maintenant je fais attention, après je veux pas non plus tout barricader, tout mettre sous clé pour rien me faire manger, mais voilà, on est dans un jardin, nous la cuisine elle est un peu ouverte sur l'extérieur, on se fait manger dès qu'on laisse traîner des choses, on se fait manger des trucs par les chats qui viennent la nuit. On n'a pas de chat, mais voilà, il y a des chats sauvages qui viennent manger la nuit. Quand on met des choses même dans le four, les restes de gâteaux, machin, on se dit dans le four, il y a quand même des souris qui viennent les manger, et des graines des fois rangées. On a une grainothèque rangée dans des petits tiroirs avec juste le petit rebord là pour pouvoir passer le doigt pour sortir le tiroir, c'est un tout petit trou. Les souris passent là-dedans et vont manger, elles croquent les sachets de graines et elles vont manger les graines dans le sachet. Et puis quand on s'en rend pas compte de suite, on sort des graines, ça pue l'urine de souris
voilà. Donc ben voilà, cette erreur-là, apparemment, elle est assez classique, je ne suis pas le seul à l'avoir vécu. Voilà, je vais donc finir pour le lot erreur au niveau de mes cultures. Il y en a plein d'autres petites erreurs, mais voilà, peut-être que, comme je dis, je referai d'autres vidéos sur ça. Je vais vous parler d'une erreur par rapport à maintenant à des activités. Donc au Jardin des Merveilles, on fait des activités, on reçoit des classes, des écoles, des groupes et des enfants, donc on fait pas mal de choses avec les enfants. Et je me suis fait avoir avec l'envie de faire toujours plus, qui c'est un truc assez classique chez moi, j'ai toujours envie de faire plus, mais des fois je me fais avoir. Et l'erreur que j'ai fait, donc, c'est moi, première année où j'ai fait des animations avec les enfants, c'est je suis allé moi dans les écoles, donc à faire des activités avec eux, c'était génial. Les années suivantes, enfin l'année suivante, j'estimais que le jardin était prêt à recevoir du public, c'était chouette, donc j'ai fait venir des groupes d'enfants au jardin. Donc la petite école de Vaour à côté d'ici est venue une fois ou deux, des petits centres aérés, donc du tout petit groupe d'enfants. Génial, ça m'a beaucoup plu, et là je me suis dit on va lancer vraiment un projet activité, animation avec les enfants. Donc je montais un petit dossier en me présentant le type d'activité qu'on pouvait faire, c'était génial, j'ai diffusé légèrement, et donc j'ai eu des retours d'écoles de Toulouse, de Montauban. Donc Toulouse c'est à un peu plus d'une heure d'ici, Montauban c'est à un bon 3/4 d'heure du jardin. Donc une école, quand elle vient sur un lieu comme ça, et ils ont un budget, et dans le budget il y a la location, enfin le bus, là, la prestation bus, donc il y a un bus de 50 places qui vient, et quand ils louent un bus de 50 places pour venir faire une activité, ils vont pas payer vraiment cher le bus de 50 places pour le remplir qu'à moitié, ils viennent avec un bus plein. Donc là c'est des groupes de 50 enfants qui sont venus, et voilà, je me rappelle la première fois qu'on a fait ça, et du coup la deuxième, parce que c'était organisé comme ça, on a reçu 2 groupes comme ça. Donc là moi je pouvais plus du tout faire d'animation, c'était quand même, j'étais pas été surpris le jour même, hein, ça a été préparé, mais c'est le jour même où je me suis rendu compte de l'erreur. Moi qui adore faire des activités avec les enfants, j'adore. On prévoit une activité, mais on sait rebondir sur d'autres trucs. On fait un mandala avec des feuilles, mais il y a un petit scarabée qui passe dessus. On va raconter l'histoire du scarabée, et tant pis, on dévie complètement. Donc, moi, j'ai certaines compétences, j'arrivais à faire ça. Par contre, les woofers, les gens qui venaient en stage et qui venaient d'arriver, qui débarquaient, qui connaissaient pas trop tout ça, eux, ils n'avaient pas cette capacité de rebondir. Mais ce jour-là, 50 enfants, moi, j'étais plus du tout dans l'animation. Moi, j'étais dans la gestion d'animateurs. Moi, au lieu d'avoir un groupe de 10-12 enfants, j'avais un groupe de 10-12 animateurs qui, eux, géraient des groupes de 5 enfants chacun. Et donc ce jour-là, mais ça a été le gros carnage, parce que tous les animateurs n'ont pas réussi à gérer correctement l'animation. Il y en a qui ont fait des choses un peu limites, voire même un peu dangereuses, des enfants qui ont fait être brûlés parce qu'un bocal avec de l'eau bouillante a été secoué pour que ça se mélange bien, mais sauf qu'en pleine ébullition, le bocal il a explosé. L'animateur il a fini avec la mer à moitié brûlée, les enfants effrayés autour. Pas brûlé heureusement, parce que là ça aurait été un peu le drame. Donc voilà, et du coup déjà le danger de la mauvaise gestion, et puis moi la frustration de ne pas être du tout en contact avec les enfants, mais plus à courir de groupe en groupe pour voir comment ça se passe. Donc voilà, l'envie de faire toujours plus, ça a été un peu une erreur. Voilà pour les animations. Bon, je ne vais pas trop m'étaler dessus, il y aurait plein d'autres erreurs encore une fois. Je vais vous parler aussi maintenant des erreurs que j'ai fait au niveau de mes productions, et tout en restant dans cette envie de faire toujours plus. Parce que voilà, c'est un truc qui est récurrent chez moi, l'envie de faire toujours plus, toujours mieux et trop, et ça marche pas. Quand j'ai commencé à travailler, donc encore une fois c'était à la ferme à côté où j'avais mon petit dôme géodésique dans lequel je produisais mes plantes. Il faisait 10 mètres de diamètre, 9 mètres de diamètre, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est pas énorme ce qu'on peut produire dedans, mais j'arrivais quand même à bien le remplir. Je vendais mes plantes sur les marchés, c'était chouette. Et quand je suis arrivé ici au Jardin des Merveilles, les premiers trucs qui ont été faits, c'est la serre, la cabane. Et donc cette serre qui fait un peu moins de 250 mètres carrés. Et là je me retrouve avec une serre gigantesque, géniale, où je me dis waouh, là je vais pouvoir produire en masse, ça va être super. J'ai rempli ma serre de pieds de courgettes, de pieds de tomates, de tout un tas de productions. Et sur les marchés, quand il a fallu les vendre, j'avais toujours mon petit marché de village, et j'ai vendu un dixième même pas de ce que j'ai vendu. Je vous dis pas la taille du tas de compost à la fin de l'année. Il y a une personne là, de ADART qui s'occupait de mon installation et qui a vu ça et qui m'a dit non mais c'est, je sais pas s'il a prononcé le mot dramatique, mais dans ma tête aujourd'hui c'est vraiment le retour que j'en ai eu. L'agriculteur qui produit en masse des plants, mais qui n'arrive pas à les vendre, et que tout le travail que j'ai fait toute l'année pour produire ça,
et ben ça m'a fait du compost, hein, génial la production, mais voilà, des tas de pieds de tomates, des centaines de pieds de tomates qui ont été jetés, de pieds de courgettes, de courges, enfin, tout ce que j'ai produit. Donc voilà, savoir gérer la production par rapport à la vente qu'on va pouvoir faire derrière, gérer le produit, est-ce qu'il va pouvoir être conservé, en combien de temps il va devoir être vendu et quelle quantité tu vas pouvoir vendre, et savoir ça en amont pour savoir du coup, bah ok, si tu peux vendre ça, bah tu produis un poil plus en te disant il y aura des pertes, mais voilà, tu vas pas non plus, c'est pas parce que tu as une serre de 200 mètres carrés ou 250 mètres carrés qu'il faut la remplir, parce que peut-être tu pourras pas vendre. Voilà, ça, grosse erreur, je l'ai faite plusieurs fois, hein, cette erreur, hein, c'est là, le travail, ça a été jamais à ce point-là, hein, c'est les années d'après, j'ai produit large, j'en ai jeté beaucoup, et puis ensuite j'ai commencé à être connu un petit peu et j'ai réussi à vendre un petit peu plus. Il y a eu aussi l'autre phase où j'ai eu plein de demandes en cours de saison et j'avais plus rien à vendre, donc voilà, maintenant j'arrive à me caler à peu près sur ce que je sais que je vais vendre. L'idée c'est d'avoir un léger manque en fin de saison pour être sûr de ne pas avoir de surplus, de ne pas avoir travaillé pour rien, mais d'avoir le moins de manque possible pour pouvoir fournir tout le monde, voire en fin de saison maintenant. Moi, ce que je fais, je produis un peu plus large et en fin de saison, quand je sais que je vais plus vendre beaucoup, ben, j'offre ce qui me reste, je plante les derniers et puis j'arrive à avoir quasiment plus de pertes. L'autre erreur que j'ai faite, c'est par rapport au marché que je faisais. Quand j'ai commencé, il y a un petit marché dans le village, donc c'est vraiment un marché familial de village, mais aucune organisation à faire, tu vas, tu vends tes trucs, il n'y a pas de placier ou quoi, on s'organise entre nous, mais pas beaucoup de ventes là-dessus. Et donc j'avais ce marché-là et un marché ensuite, non je ne l'ai pas fait de suite celui-là, il y a un autre village à côté où j'avais vécu avant, je connais un peu les gens dans le village, et puis il y avait des gens qui se sont organisés pour organiser un nouveau marché sur ce lieu, marché du samedi après-midi, donc moi j'avais mon marché à milieu de semaine le jeudi dans le village, et ce nouveau marché en création ici, qui, ben voilà, en création, donc les premiers marchés, il y a 2-3 personnes qui passent, donc tu vends 3, 4, 5 pieds de tomates quand ils ont envie d'en acheter plusieurs, mais pas plus, donc voilà, quasiment zéro vente. Et à côté de ça, un nouveau marché, donc ma compagne à l'époque faisait un marché à Salvagnac, donc à quoi, 3 quarts d'heure de route d'ici, quelque chose comme ça si je ne me trompe pas, donc assez loin déjà, pas très logique, pas très rentable au niveau déplacement, et puis du coup surtout là-bas personne qui me connaît. Donc si je résume, 3 marchés par semaine, un petit marché de village le jeudi matin ici à Vaour, le samedi matin un marché très loin de chez moi où j'étais, un beau marché hein, mais où j'étais pas connu, donc je vendais pas des masses, et le samedi après-midi un marché en création dans un village à côté où je vendais rien. Donc 3 marchés par semaine, ça veut dire beaucoup de temps, de prix pour essayer de vendre et 0 vente, donc pas assez de temps pour travailler au jardin ici, et puis beaucoup de temps sur le marché où je vendais rien, pas rentable du tout. Là maintenant j'ai supprimé les marchés qui ne fonctionnent pas, mon petit marché de village je le fais une fois de temps en temps, je fais des ventes à prix libre pour les copains, les voisins, tout ça, mais je le fais pas tout le temps, et par contre je fais 2 marchés par semaine et des marchés qui fonctionnent bien. Sur ces deux, il y en a un qui fonctionne de moins en moins, donc je vais peut-être arrêter, on verra, mais enfin voilà, c'est savoir avoir la bonne quantité de produits à vendre comme je disais, mais avoir les bons lieux de vente aussi, voilà, ça se réfléchit. Et une autre erreur donc qui me vient par rapport aux produits que je vends, j'ai fait les premières années avec mes envies de faire des choses très originales, j'ai toujours eu envie de faire des choses un peu hors du commun, originales, donc des plantes aromatiques qui viennent d'un peu tous les pays, des bread mafan de la Réunion, de l'épazote du Mexique, du shiso de Chine, d'Asie, enfin voilà, plein de plantes très originales, mais au final ça, les gens ils trouvent ça rigolo, il y en a certains qui en prennent un peu, des fois tu tombes sur des gens de là-bas qui connaissent et qui en prennent un peu, mais sinon c'est pas avec ça qu'on fait qu'on gagne sa vie. Et à côté des variétés de légumes, des courges, voilà, complètement inconnues, des variétés de tomates anciennes, donc à l'époque les Green Zebra, les Noirs de Crimée, tout ça, ça se vendait pas tant que ça. Les gens ils voulaient de la cœur de bœuf et de la Saint-Pierre et de la marmande et voilà, des trucs un peu plus connus. Donc voilà, j'ai pas réussi à vendre beaucoup parce que j'ai voulu faire des produits un peu de niche, des trucs un peu trop originaux et ça n'a pas marché. Donc aujourd'hui ça a évolué, j'arrive à vendre des trucs un peu plus originaux parce que je suis connu pour ça et que les gens viennent me chercher des collections de plantes un peu originales parce qu'ils ont expérimenté ces plantes depuis et qu'ils arrivent à faire des choses avec, mais au début c'était un peu rude. Donc voilà, encore un truc à voir un peu en amont quand on veut vendre des produits, savoir ben, les quantités qu'on va produire, les lieux où on va les produire et est-ce que les gens vont vouloir acheter ces produits là, ça se réfléchit aussi.
Des petites erreurs que je faisais au début par rapport aussi à ma façon de vendre. Sur les marchés, vous verrez, ou peut-être ceux qui font les marchés ont déjà entendu ça, il y a beaucoup de gens qui passent et puis ils ne savent pas trop s'ils vont acheter ou pas, et puis je crois qu'au fond d'eux, ils savent qu'ils ne vont pas acheter, mais ils n'osent pas le dire. Et le truc du genre, bon, est-ce que vous êtes encore là en fin de marché, peut-être je repasserai, ok, ça c'est cool, mais le coup du, vous me la mettez de côté, je repasserai, donc ça veut dire, je veux peut-être me l'acheter, si je veux me l'acheter, j'espère qu'il ne l'aura pas vendu entre temps, mais je suis vraiment pas sûr de l'acheter, donc je ne vais pas la payer. S'il me la met de côté, c'est cool, je demande. Et le vendeur, trop bon, trop con, j'allais dire, qui lui, bah, il sait pas, et ok, ouais, je mets de côté, et puis en fin de marché, ben, personne ne revient. Et au final, ces produits que j'ai mis de côté, ben, je ne les ai pas vendus, et peut-être que je ne vais pas pouvoir les conserver, que ça ne sera pas vendable plus tard. On m'a fait le coup, même pas sur les marchés, mais au jardin, des gens qui m'appellent ou qui m'envoient un message sur le marché ou qui me disent mettez-moi ça de côté, je viendrai les chercher dans quelques jours. Et puis moi, les pieds de tomates, ou je sais plus ce que c'était à l'époque, je crois qu'il y avait pas mal de tomates et courgettes, ben, une fois que c'est en pot, et si c'est pas planté dans les 2 semaines qui suivent, si 2 semaines, 3 semaines après c'est pas planté, c'est plus vendable en tout cas quand c'est en pot, c'est pas joli. Et ben voilà, j'ai perdu beaucoup de produits comme ça en mettant gentiment de côté. Maintenant, ce que je fais, c'est ok, tu veux l'acheter, je te le mets de côté, mais tu le payes et c'est de côté, tu reviens le chercher plus tard. Mais si tu le payes pas et que quelqu'un d'autre veut me l'acheter, ben moi ce produit je l'ai là pour le vendre et je veux gagner ma vie un peu avec ça aussi, donc je ne vais pas pouvoir te le garder trop longtemps non plus si tu n'es pas sûr de l'acheter. La même chose avec les stages qu'on organise. On fait des stages de cuisine, on fait des stages, donc il y a certains stages qu'on fait payants, et jusqu'à il n'y a pas longtemps on prenait les réservations comme ça, ok, tu veux venir au stage, on t'inscrit, et puis le jour du stage, ou le jour de la balade, le jour où on va faire ce truc, nous on avait un nombre de places limité, et sur ces 8-10 places limitées, et ben il y en a la moitié qui ne viennent pas. Et il y avait une liste d'attente, mais là au moment du truc, ben, c'est trop tard pour les appeler. Donc ben voilà, on a fait des stages à 3-4 personnes ou des balades à 3-4 personnes parce que ben, les gens, ce jour-là, peut-être avaient pas envie de venir, pas un souci quel qu'il soit, hein, mais là aujourd'hui on est vraiment sur, il me semble, pour pas mal de gens, sur un mode de consommation. On peut tout prendre, on prend tout, et puis au final, si on prend que c'est gratuit, on prend, puis si on n'en a pas besoin, on le laisse traîner, et puis si on peut s'inscrire à un truc sans payer, on s'y inscrit. Comme ça je sais que si ce jour-là j'ai envie d'y aller, ma place elle y est, mais si j'ai pas envie d'y aller, bon mais moi ça m'a rien coûté, ça va. Donc là aujourd'hui, maintenant, quand on fait des choses payantes, ben, on fait payer à l'inscription, ou on fait verser une partie du paiement, voire je crois que maintenant on fait même pas ça. non, on fait payer, s'il y a un stage payant, on fait payer la totalité au début. De toute façon tu vas payer le reste le jour où tu vas venir, donc paye au moins le jour où tu viens, ben, c'est payé, tu n'as plus d'histoire d'argent le jour où tu viens. Voilà. Bon, à côté de ça, on fait des choses gratuites où là, c'est le nombre de places n'est pas limité et on n'a pas de souci avec le nombre de places le jour même. Mais voilà, tout ça, c'était encore des apprentissages. On a fait plusieurs erreurs avant d'avoir l'organisation qu'on a aujourd'hui. Bon voilà, j'ai fait le tour un peu des grosses erreurs. Il y a d'autres petites erreurs plus perso, mais dont je ne vais pas vous parler en détail, mais des histoires plus personnelles ou de choix de vie qu'on va faire. Moi, ce projet, ça fait 10 ans que je l'ai mené. J'ai failli le quitter au début, ce projet, j'ai failli tout laisser tomber pour une fille, mais je ne l'ai pas fait. J'ai continué ce projet et puis je me suis dit, il n'y a pas une seule fille qui va me faire quitter mon projet. Et puis après ça, j'ai quitté d'autres filles, j'ai mis fin à d'autres histoires parce que mon projet était plus important que tout. Là aujourd'hui, j'ai trouvé un juste milieu, ou en tout cas ben, déjà une personne qui me correspond un peu plus, mais surtout je me suis trouvé moi et j'ai trouvé voilà, une façon de faire qui me correspond. Mais voilà, toutes ces erreurs, c'est des erreurs plutôt personnelles et plus intimes, donc c'est pour ça que je le garde pour la fin de la vidéo, parce qu'en général il n'y a pas grand monde à ce timing là. Bon, j'espère qu'en tout cas ça vous a plu de voir, d'entendre, de partager avec moi mes erreurs. Si ça intéresse et que je fais d'autres erreurs qui me semblent intéressantes, je partagerai d'autres vidéos où je vous parlerai de mes erreurs. En tout cas, merci d'avoir suivi jusque là. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous, à en parler. Si ça vous plaît, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir. Ou mettre des petits pouces bleus, c'est sympa aussi. Et pourquoi bleu? C'est sur Facebook, ils sont bleus. Mettre des pouces ou quoi, enfin bref, ou pas. Et si ça vous plaît, donc vous pouvez aussi me soutenir sur la plateforme Tipeee. Donc merci beaucoup, vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à soutenir sur la plateforme, donc voilà, moi c'est vraiment grâce à vous que je vais pouvoir continuer à faire tout ça. Et merci à tous de suivre les vidéos et à très bientôt pour une prochaine. Salut!